Salut à tous. Au sommaire de Bismart, une série d'interviews aujourd'hui, comme on le fait régulièrement. D'abord, quand même, c'est la rentrée, quoi. Les grands enjeux des entreprises. C'est Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, très occupé sur l'énergie, je crois d'ailleurs, en ce moment, qui va venir nous raconter un petit peu comment ça se passe. PME, ETI évidemment, hein, le CAC 40, lui, il vit sa vie, il n'a pas besoin de nous. Ensuite, Laurence Daziano, elle vient nous voir très régulièrement, maître de conférence, Sciences Po, davantage sur la Chine, hein, et sur la relance chinoise, qui est quand même c'est la clé de au moins les 6 premiers mois 2013, n'en cherchez pas d'autres. Et puis, ça débarque là, hein, c'est au Sénat demain, la loi nucléaire, à ne pas confondre avec la loi énergie qui a été votée la semaine dernière. Donc là, c'est une loi nucléaire, essentiellement d'ailleurs pour essayer d'accélérer les procédures au maximum, de gagner du temps pour la construction des futures centrales. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises. Salut Pierre. Bonjour Stéphane. Depuis combien de temps médiateur des entreprises? 10 ans maintenant. 10 ans, c'est ça. Ouais. Médiation des entreprises, si je ne m'abuse, créée en fait dans la queue de comète de la crise de 2008, c'est ça? C'est ça, si on remonte un tout petit peu l'histoire, 2008, la crise qu'on a... Exactement. Beaucoup d'entre nous ont connue, maintenant on commence à être un peu plus ancien. Tout à fait. Crise qui était d'abord entre les entreprises et les banques, création du médiateur du crédit, voilà, pour résoudre les problèmes entre entreprises et banques, mais le médiateur de l'époque, René Ricol, se rend assez vite compte qu'il n'y a pas qu'entre les entreprises et les banques qu'il y a des soucis, il y a aussi entre les entreprises, entre elles, entre les clients et les fournisseurs, problème de retard de paiement, de rupture de contrat, etc. Ce qui amène finalement assez rapidement à créer un médiateur spécialisé sur ces sujets-là. Et c'est ce job-là que j'ai repris en 2012. Et donc voilà. Et qui essaye de résoudre les crises entre les entreprises, et puis presque qui essaye maintenant de résoudre les crises des entreprises. Enfin, tu es au bord d'être le secrétaire d'État au PME, on le voit avec l'énergie. Alors, on va voir. Comme ça, il faut pas dire des choses comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais il n'y en a pas, je me gourre pas, il n'y en a pas de secrétaire d'État au PME. Il y a une ministre déléguée au PME. Ah mais oui, Olivier Grégoire en plus, on connaît qu'elle. On connaît bien. Un des 3-4 ministres qu'on connaît. Ah bah oui, t'as raison. Oh, tout à fait. Donc, je retire. Non, elle est assez formidable en Absolument, plus. Absolument, je le confirme. Donc, ça tombait mal. Donc, on va voir là ta checklist énergie. Moi, j'ai un petit sujet quand même avec cette histoire d'énergie là, Pierre. Je laisse de côté les boulangers, je ne connaissais pas l'histoire, j'ai vu, ils sont massivement passés au four électrique, etc. et tout. Pour eux, sans doute, la crise était incontournable, et puis c'est identitaire, on est d'accord. Mais l'idée que ça s'attende à tout le monde, ce nouveau parapluie énergétique, en gros pour les PME, là j'ai un problème. Pour les TPE, en l'occurrence. Pour les TPE, même pour les TPE. Choses pour les PME. Et là j'ai un problème entre ceux qui ont investi, qui ont fait gaffe, qui ont fait ce qu'il fallait pour l'efficacité énergétique et ceux qui n'ont rien fait. Alors si on prend le sujet énergie dans son ensemble, pourquoi on est très intéressé nous? C'est évidemment parce qu'il y a des relations clients-fournisseurs, en l'occurrence entre les énergéticiens et les PME-TPE, et puis après entre les PME-TPE et leurs clients pour leur dire attention, je paye plus cher l'électricité, il faudrait que vous acceptiez un petit peu de hausse aussi. Donc on est sur toute la chaîne. Et donc, on a créé un comité de crise sur les sujets énergie, d'où la checklist énergie que tu montrais, qui a vocation... je le dis d'un mot, elle est disponible sur votre site. Hein, vous tapez médiation des entreprises, vous tombez très vite dessus. Et elle dit quoi, cette checklist? Elle donne un petit peu les 10 réponses aux entreprises face à ce sujet, où effectivement, personne ne comprend rien, parce que ce n'était pas un sujet pendant des années et des années. Le cours de l'énergie ne bougeait pas depuis des années, donc tout allait bien. Et donc, on leur dit d'abord, regardez votre contrat. Il y a plein d'entreprises qui m'appellent et je leur dis, vous avez regardé votre contrat? Pourquoi regarder votre contrat? Parce que les 2/3 des TPE sont couvertes par le tarif protégé, le TRV, comme les particuliers. Sauf qu'elles ne le savent pas, elles ne savent pas dans quelles conditions, etc. On leur rappelle ça. Premier point. Après, il y a les autres. Effectivement, il y a un tiers de ces TPE et les PME a fortiori qui ne sont pas couvertes parce que leur consommation va au-delà du tarif réglementé. Parce qu'elles ont choisi de sortir du tarif réglementé à un moment. Pas forcément. Le tarif réglementé ne s'applique qu'en dessous de 36 kVA. Je suis un tout petit peu technique. Il faut qu'il y ait un compteur qui ne soit pas au-dessus de 36 kVA. Donc en dessous, on y a droit. Au-dessus, on n'y a pas droit. En gros, tous ceux du tertiaire y ont droit. Dès que tu commences à avoir des machines, c'est compliqué. Dans l'industrie où effectivement les boulangers, tu les as cités, ou les charcutiers avec leurs chambres froides, etc. Là, on passe au-dessus. Et c'est là où c'est un peu dur. Parce que, du coup, on tombe dans le grand bain avec les tarifs qui ont flambé. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais qui ont flambé. Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement pour ces entreprises-là? On a dit, on ne peut pas les laisser aller jusqu'à des tarifs de 1 000 € du mégawattheure, comme c'était le cas pour les contrats qu'ils ont signés, parce qu'ils ont été obligés de signer des contrats, ils arrivaient en fin de contrat, entre juillet et la fin de l'année. Et donc, on a dit, on va
limiter la hausse à 280 € le mégawattheure. C'est quand même assez élevé, mais quand même bien plus raisonnable, bien plus accessible que le tarif marché sur lequel ils ont été obligés de signer. Voilà ce qui a été mis en place avec des aides complémentaires. C'est l'État qui paye la différence. L'État ou les entreprises d'énergie, c'est une partie chacun. Ah bon ? Bah oui. Mais enfin les entreprises, oui, alors les entreprises d'énergie, EDF nationalisé, accepte de payer. Mais les autres, ONG. Attends, j'ai un problème alors là sur la sécurité des contrats. Les autres, elles ont signé des contrats quand même en bonne et due Oui, mais forme. elles se sont engagées, elles ont accepté. Elles ont accepté. Les grosses alors. De ramener pour les TPE à 280 € du mégawattheure. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas non plus ruiner leurs clients. Oui, non, mais ça. Il y a un sujet aussi de survie des clients. Une TPE, un boulanger qui resterait sans aide, sans rien, au niveau de prix auxquels ils ont dû signer pendant les 6 derniers mois de l'année dernière, à un moment donné, ils peuvent plus. On va dire, Pierre, tu as une différence entre les gros fournisseurs qui, alors on peut être technique, mais en même temps, je crois que tout le monde est technique maintenant avec les prix de l'énergie. Tout le monde devient expert qui de n'ont pas forcément besoin de se couvrir quand vous signez un contrat à 600 € le mégawattheure, ils n'ont pas forcément besoin d'aller acheter l'énergie parce qu'ils en auront toujours. Et puis les petits, qui eux, alors c'est vrai, n'ont pas investi dans les moyens de production, mais ont été se couvrir et se retrouvent quand même pris en étau. Là. Absolument, et c'est là toute la discussion entre qu'est-ce que doit prendre l'État en fonction effectivement de la taille des fournisseurs, de la taille, etc. C'est toute la discussion qui est en cours. Je rappelle qu'en complément, il y a d'autres aides. Il y a ce qu'on appelle l'amortisseur qui va encore ramener la facture. Il suffit, je le dis parce que c'est important, il suffit de remplir une petite feuille, il y a 3 lignes à remplir, votre fournisseur a dû vous l'envoyer, vous avez jusqu'à fin janvier pour la renvoyer si vous êtes une TPE, PME à votre fournisseur pour pouvoir bénéficier de la déduction directement sur la facture. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de demander d'aide, c'est votre facture qui va être diminuée. Donc voilà. Et normalement, faites-le. Normalement, en tout cas c'est mon cas, votre expert comptable oui. est à peu près au courant, normalement, tous, et il est capable de vous aider sur effectivement les petites cases à remplir. C'est pas compliqué de remplir ça, c'est juste je suis une TPE, je m'engage et je suis d'accord pour bénéficier de la ristourne. Franchement... Ça nous permet de rendre hommage aux experts comptables qui étaient sur le pont au moment des aides Covid et qui sont sur le pont là sur et qui on travaille main dans la main aussi, parce ils sont importants. Cette histoire d'énergie. Les histoires de crédit, puisque tu viens de là, je regardais les chiffres des banques, malgré les hausses de taux. Visiblement, il n'y a pas de problème de financement. Je regardais que les encours de crédit aux entreprises sont en hausse de 7% sur un an en novembre. Ouais. Donc de ce côté-là, ça se passe bien. En revanche. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on a vécu si on vient un peu en arrière ? On a vécu 2020 le Covid, mais des aides massives qui ont donc compensé les trésoreries des entreprises. 2021, reprise. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont engrangé de la trésorerie en 2021. 2022, un peu plus compliqué, matières premières et puis énergie. Malgré tout, le niveau de trésorerie de beaucoup d'entreprises reste très bon. D'ailleurs, le remboursement des PGE se fait très bien. On a très peu de retours de difficultés sur les remboursements de PGE. Donc, globalement, notre économie se porte bien, il faut le dire. Il y a des points particuliers sur ces entreprises affectées par l'énergie de manière particulière. Il y a des aides qui sont mises en place. Donc, j'espère qu'on va passer ce cap-là aussi. Mais dis donc, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je lis partout, là, des chefs d'entreprise, dans les Échos ce matin, pour la première fois depuis longtemps, le moral des chefs d'entreprise vacille. Mais enfin, y a-t-il de vraies raisons de faire vaciller votre morale, mesdames, messieurs? Peut-être pas, en fait. Hein. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, c'est un peu mon métier. Cette blague. J'entends deux choses. Un, là, ça va. Nous, ça va. On a de la trésorerie. Le carnet de commandes, il bouge un peu, mais globalement, ça va. Mais on est inquiet pour l'avenir. Ouais. Bon, OK. Pourquoi on est inquiet ? Parce que énergie, d'accord, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Le marché de l'énergie va encore évoluer dans les mois qui viennent. Parce que les matières premières, mis à part la part énergie qui les relance, les matières premières sont en train petit à petit de revenir à le bas. L'inflation... Oui, mais on a travaillé pendant des années, il y a longtemps avec l'inflation, on doit réapprendre à travailler avec l'inflation. C'est une question de discussion client-fournisseur. Ouais, et puis, alors je me lance, hein, mais il y a des chances qu'on en soit au bout, quoi. Enfin, ou en tout cas qu'à la fin de cette année, on en parle différemment. En tout cas, ce que dit la Banque de France et d'autres experts, c'est dit le consensus. Premier semestre, ça va continuer à monter, puis après ça va. Donc oui, il y a des inquiétudes, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous être en faillite, que ça va être la cata. Ça veut dire qu'il faut gérer ces passages un peu compliqués. On est là, nos médiations des entreprises, pour aider, notamment dans ces relations avec les clients et les fournisseurs.
ou avec les bailleurs. Hein. Je pense aux commerçants aussi. Ouais. On a eu beaucoup de sujets entre les commerçants et les bailleurs. Ouais, mais ils sont pas purgés, ces sujets-là. Donc, c'est des sujets qui datent du confinement. C'est pas les encore... sujets du confinement sont purgés. Il peut y avoir aujourd'hui de nouveaux sujets. On parlait des boulangeries. Hein, si elles sont en difficulté, elles ont besoin que tout le monde les aide, y compris éventuellement leurs bailleurs. Donc, on est là pour aider, mais ça ne veut pas dire qu'on va à la catastrophe. Ça veut dire qu'il faut être vigilant et accompagner les entreprises. C'est le secteur, ça, commerce d'habillement, de détail, etc. C'est le secteur où c'est compliqué. Voilà. Où Alors, ça reste habillement, compliqué. moins, Où il y a... parce que, alors, habillement, il y a un sujet d'habillement en général, Ouais. avec le recyclé, avec le seconde main, etc. Il y a une transition très, très Voilà. profonde à faire avec des petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de marge et pas forcément les moyens de la faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour le coup, l'habillement, c'est pas un sujet énergie parce que le magasin, lui, il bénéficie du tarif protégé. Bien C'est pour sûr. ça que je voulais dire, séparons bien les deux. Le boulanger, non, je parlais de la mutation économique. Quand tu regardes les secteurs, oui. Il y a des c'est là secteurs où en il se passe un mutation truc. économique. L'automobile est en mutation économique aussi. Avec le passage à l'électrique, là aussi, il y a un accompagnement à faire des acteurs. Ça fait partie de la vie, j'allais presque dire, normale de l'économie, avec des secteurs qui bougent, qui changent. Le dialogue reste primordial. Moi, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est un peu mon métier. Plus on se parle, plus on s'accompagne, plus on essaie de se comprendre, moins il y aura de casse. J'allais même dire, plus on pourra bénéficier de ces changements. Tu n'es pas d'accord avec moi? Non, il y a un côté, je voudrais pas, parce qu'en ce moment, les mots, voilà, mais il y a un côté messianique dans ce que tu dis là, tu vois, voilà, tu portes quelque chose là, esprit de Noël, voilà, enfin, je sais pas, alors, tu dis esprit de Noël, moi j'ai vu que cet esprit-là, joie, concorde. En 2020, ça avait fonctionné. En 2020, moi, j'ai vu des réels élans de solidarité, de dialogue, d'intelligence, des grandes entreprises qui se disaient « je vais payer plus tôt mes fournisseurs pour les aider, je vais écouter leurs difficultés, je vais les accompagner ». Pourquoi ça ne marcherait qu'en 2020 ? Alors, tu es justement président de l'Observatoire des achats responsables. Ouais. Et c'est là je voulais t'emmener aussi pour... alors, tiens, on va voir une image. C'est Olivier Weinstock, Agile Bayer, qui est venu nous voir jeudi. Vous avez peut-être vu ça, enfin mercredi ou jeudi. Donc là, il se passe vraiment quelque chose en termes de déséquilibre lié à l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que tu vois que les trucs sont en train de se tendre parce qu'il y en a qui sont un petit peu opportunistes, les fournisseurs ont la main, et un petit peu opportunistes pour passer peut-être davantage que ce qu'ils subissent à leurs clients. En tout cas, il y a une tension. C'est toujours difficile de dire, et encore une fois pour un médiateur encore plus, s'il y en a un qui est méchant et qui abuse, et l'autre qui est gentil et qui se fait avoir, ou si c'est simplement des fournisseurs qui subissent une inflation externe, l'acier qui monte, l'énergie qui monte, et qui la répercute à leurs clients. Là encore, pour moi, la seule solution, c'est pas dire il y a un méchant gentil. C'est asseyons-nous autour de la table. Si vous avez besoin, on vous aide. Et essayons de trouver le meilleur équilibre pour que tout le monde s'en sorte. Le pire, ce serait que le maillon le plus faible cède. On a fait un travail pendant des mois avec tout le BTP, l'amont, le milieu, les bailleurs sociaux, etc. Et ils ont signé ensemble un accord en disant oui, c'est ça qu'on doit faire. On doit tous en prendre une partie, sinon on va tous se casser la gueule, parce que si le maillon le plus faible s'écroule, c'est toute la chaîne qui tombe. Oui, mais enfin, pour que tout le monde se renforce, il faut qu'il y ait des maillons faibles qui tombent quand même de temps en temps, Pierre. Non. On ne peut pas rentrer en économie administrée. Qu'est-ce que c'est que le maillon faible ? Le maillon faible, c'est l'artisan qui est au milieu, qui a ses fournisseurs qui lui disent c'est plus 30, plus 40%. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et son client qui lui dit moi, la hausse, c'est pour toi. Quand je dis le maillon faible, c'est le maillon le plus fragile. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas indispensable, mais ça veut dire que si tout le monde lui tape dessus, c'est celui qui a le moins de répondants. Alors que si tout le monde est intelligent, l'artisan tient et toute la chaîne tient. De ça, donc, tu dis il y a de la tension, ok, on dit pas plus. On a des médiations et c'est normal, on est là pour ça. Et donc, les exigences de certains clients vis-à-vis de leurs fournisseurs, c'est-à-dire je veux voir toutes les factures, je veux une transparence totale, elles sont légitimes, ces exigences-là, ou parfois ça va trop loin, justement, dans le rapport de force ? Là aussi, il y a un équilibre à trouver. Évidemment, le médiateur est là pour trouver le point d'équilibre. Et qui peut changer d'ailleurs d'une réunion à l'autre. Il y a des gens pour lesquels il est à un endroit, d'un endroit il est un autre. L'important pour moi, c'est que ce lien de confiance se recrée. Il faut qu'on arrête de dire l'autre est un voleur et moi je suis un gentil. C'est pas vrai. De part et d'autre, il y a des gens en général de bonne foi qui ont des difficultés, mais qui ont du mal à les exprimer parce que l'autre ne les écoute pas ou ne veut pas les entendre. Si on arrive à ça, ça marche très bien. Chacun les expose. Effectivement, on peut aller vers de la transparence, montrer ses factures, mais je comprends aussi qu'il y a des fournisseurs qui n'ont pas envie de décomposer tous leurs prix et de les donner à leurs clients. Problème de concurrence derrière. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Ça marche dans plein de cas.
mais il y a des endroits où ça coince et c'est là où il faut que ça bouge. Alors, ça marche d'autant plus dans plein de cas que quand même les leçons du Covid là-dessus, elles sont... Alors, moi, je travaille très régulièrement avec les acheteurs, je le raconte ici, notamment des grandes entreprises, c'est absolument passionnant. Et très clairement, il y a un avant et un après Covid. Voilà, très clairement. Tu parlais d'achats responsables. Tu sais qu'on a créé ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables, qui commence par la signature de la charte, relation fournisseur-achat responsable, et qui t'amène vers le label. Maintenant, on a un label avec une norme ISO que la France a portée sur les achats responsables, donc une norme mondiale. Et entre 2020... Attends, responsable, ça veut dire... Ça veut pas forcément... C'est pas forcément lié au CO2. Responsable, c'est la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la filière. C'est l'ensemble. Voilà, c'est responsable sur le volet économique, comment je travaille avec mes fournisseurs, comment je les paye, comment je les accompagne. Sur le volet environnemental, effectivement, CO2, recyclage, cycle de vie. Sur le volet social, est-ce que je travaille avec les entreprises du secteur du handicap, de l'insertion? C'est tout ça. Et on a vu ce label bondir depuis 2020. Plus 30% de labellisés entre 20 et 21, plus 30% de labellisés entre 21 et 22. Ça veut dire qu'il y a un déclic qui s'est fait en 2020 et j'espère qu'on va pouvoir accompagner ce déclic parce que plus il y a d'entreprises et d'acteurs publics, il y en a beaucoup qui sont labellisés responsables, plus notre économie va aller vers ce que je pense doit être la voie d'une économie. Pourquoi ça marche? Parce que c'est pas des bons sentiments. Non. Parce qu'en fait, la rupture des chaînes d'approvisionnement en 2020... On l'a vu en vrai. Voilà. On l'a vu en vrai, c'est pas des bons sentiments. Et le mec qui était livré, c'était celui qui avait bien traité son fournisseur pendant des années. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a vu la vertu de relations équilibrées. C'est que quand ça va mal, on privilégie celui avec qui on travaille bien plutôt que celui qui ne nous payait pas ou qui essayait de nous raboter encore 5% tous les ans. Je voudrais juste, alors pour finir cette interview passionnante, les histoires de partage de la valeur, ça t'intéresse ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui intéresse le médiateur des entreprises, tous les grands débats qui tournent autour du partage de la valeur? Je veux qu'on monte, c'est l'Institut Molinari qui m'avait apporté ça, Nicolas Marquez. Quand même, ça se fait dans un... Ouais, tu regardes, vas-y, regarde. Dans un climat de dégradation quand même continue des marges d'exploitation des entreprises. Donc, comment est-ce que toi, tu regardes ce débat? C'est intéressant parce que si on joue du perdant-perdant, c'est-à-dire les uns contre les autres, ça va continuer. Vous voyez les lignes du haut, c'est les autres pays européens. La ligne du bas, c'est nous. Voilà, c'est les excédents d'exploitation, c'est le cœur de ce qui fait l'économie. Si on se tape les uns sur les autres et qu'on joue la loi du plus fort en permanence, c'est ça qui arrive pour tout le monde, les grands, les petits, les moyens. Si on regarde toute la chaîne et qu'on co-construit ensemble des produits qui sont meilleurs pour tout le monde, des marges qui sont meilleures pour tout le monde, on peut faire remonter cette courbe. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a des travaux de filière notamment, et on en accompagne un certain nombre, qui aident à changer cette courbe-là et à faire en sorte que la valeur ajoutée globale, et donc de chacun des acteurs, puisse remonter. On dit beaucoup que c'est à l'allemande, travaux de filière. Oui, c'est vrai que les Allemands fonctionnent comme ça. Deutsche AG, hein. Oui, et puis ils ont cette culture-là, ils ont cette culture régionale aussi. Ils travaillent entre tous les acteurs d'une région, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, etc. Alors que nous, c'est vrai qu'on a ce centralisme français qui empêche un petit peu ça. Les grandes entreprises à Paris et les PME, TPE sur le reste du territoire, ça facilite pas le dialogue. À nous de compenser en créant un vrai dialogue entre tous les acteurs de l'économie. Bon, mais on va conclure avec ce par quoi tu as commencé et qui m'a un peu surpris, je dois dire, Pierre. C'est vous êtes solide, voilà. Oui. Nous sommes collectivement solides Nous sommes résilients. Me dis pas c'est le mot. C'est le mot. Non, parce qu'il passe partout. Il passe partout, mais il est vrai. Enfin, on a vécu la pire crise sanitaire depuis je ne sais même pas combien de siècles. On a vécu une reprise qu'on n'avait jamais connue. On vit maintenant une crise de l'énergie. Alors, le résilient, on est résilient avec 20 points de dette en plus. Tout le monde peut être résilient avec 20 points de dette en plus. Il y a une partie quand même du travail des entreprises qui ont su s'adapter. Moi, j'ai vu des choses pendant le Covid, depuis la reprise et sur l'énergie encore. On va dire adaptable, si résiliente ne te convient pas. On a une adaptabilité de nos chefs d'entreprise qui est formidable. À nous de l'accompagner parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, je le dirais autrement. Je dirais collectivement, le pays a dépensé 20 points de PIB pour soutenir les entreprises. Je suis chef d'entreprise, j'en fais partie maintenant. À nous de savoir bien utiliser cet argent. Tu vois, c'était Nicolas Dufourcq au moment du lancement de BPI qui disait ça. BPI France, il disait c'est l'argent des Français. Maintenant, moi, je veux leur rendre. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Merci à toi, Pierre Pellouzet, donc le médiateur des entreprises, qui était notre invité sur Bismart. On repart avec Laurence Daziano. Salut Laurence, maître de conférence à Sciences Po. On parle de la Chine ensemble, Laurence, très régulièrement. Et alors, la dernière fois que tu étais venue, c'était l'année dernière.
Et on discutait ensemble, on était dans la période de blocage complet, politique zéro Covid, etc. Et mais je te demandais, mais pourquoi fait-il ça? Et tu m'expliquais très justement, il n'a pas le choix, il n'a pas de vaccin. Et on avait oublié en fait qu'il avait un choix, c'était de tuer 2 millions de personnes. Je vais le dire comme ça, parce que c'est ça le truc, non, Laurence? À peu près. Alors, en fait, la levée de la politique Covid, cette politique de zéro Covid et 100% restriction, il a été obligé de la lever pour plusieurs raisons. Et il ne pouvait pas la lever avant pour la raison politique qui était que il fallait d'abord qu'il soit reconduit, il fallait déjà le 3e mandat. Donc, pour pouvoir lever cette politique de 100% restriction zéro Covid, il y avait des raisons politiques, des raisons économiques et des raisons sociales. La raison politique principale, c'était qu'il fallait qu'il s'assure quand même ce 3e mandat et on l'avait vu, on en avait discuté la fois dernière, il fallait qu'il s'assure d'avoir le soutien total du bureau politique, c'est-à-dire les 24 membres, et du comité central, c'est-à-dire les 7 membres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation. Donc politiquement, la politique de Xi Jinping est un grand succès pour lutter contre Covid. Et c'est ça qui est martelé depuis 2-3 ans. Et maintenant, ce n'est plus Covid, c'est Omicron. Et donc là, on a une autre politique. Omicron est moins létale, donc on peut ouvrir. Ce qui permet de ne pas perdre la face et de ne pas avoir de contestation interne. Donc ça c'est important point de vue politique. Donc, super important, mais je reviendrai là-dessus. Vas-y, continue. Ensuite, il y a les raisons économiques. Alors les raisons économiques, c'est d'abord, et on l'a vu, que quand même cette politique de zéro Covid, elle avait un impact sur la croissance. Qui a diminué. L'objectif de croissance en mars 2022, c'était 5,5%. La dernière prévision de la Banque mondiale, c'est 2,7%. Et c'est demain que le chiffre de la croissance du 4e trimestre va paraître en Chine. Donc on voit quand même que l'économie a pris un coup avec cette politique zéro Covid. Elle a pris un coup parce que les entreprises étaient fermées. Et on a vu que les entreprises étaient fermées et que ça créait des problèmes. Notamment quand il y a eu la crise à l'usine Foxconn de Zhengzhou, où on a vu que quand il y avait un cas de Covid, on fermait tout, c'est-à-dire que les entreprises se mettaient dans ce qu'ils appellent la boucle fermée. La boucle fermée, ça veut dire que tous les employés qui ne sont pas atteints Covid restent sur place nuit et jour, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils travaillent, ils dorment, ils mangent sur place. Pour éviter ça, il y a beaucoup de salariés qui, avant que les grilles soient mises autour de l'usine, parce que c'est comme ça que ça se passe en Chine, avaient fui. Et puis, il y avait un manque de travailleurs. Donc, du coup, la production Foxconn a beaucoup baissé. Et ça a impacté Apple pour ses ventes d'iPhone 14. Donc, il y avait l'impact économique en général, l'impact sur les entreprises, et puis un autre impact économique qui était que, à force de tester toute la population tous les jours, les kits de test, ils ont un coût. Et les gouvernements régionaux ont fait remonter aux centrales qu'ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus assez d'argent pour payer les kits. Alors, comme les ressources des gouvernements régionaux dans les provinces, c'est l'immobilier, qu'on était en pleine crise immobilière, là, financièrement, ils ne se retrouvaient pas. Donc, il y avait aussi cette contrainte politique. Et puis, il y a eu la contrainte sociale, qui est quand même qu'au bout d'un moment, même si la mentalité est moins individualiste en Asie qu'en Europe et que le collectif est plus important, au bout de 3 ans de confinement, les Chinois en ont eu assez. Il a commencé à avoir des protestations. Le point d'orgue des protestations, ça a été le jour où il y a eu un incendie dans un immeuble et les gens sont morts parce que ils n'ont pas pu fuir parce que on s'en souvient, oui. Voilà, la porte de secours était murée. Absolument. Et ensuite, il y a eu toutes les manifestations avec les pancartes blanches. Et là, la contestation sociale a été trop forte. Donc, dès qu'il y a eu le 3e mandat, lever des restrictions. Alors, comme on le disait, oui, lever des restrictions. Donc, population qui n'a pas le bon vaccin parce qu'ils n'ont pas les vaccins de séquençage ADN. Et une population âgée qui s'est moins faite vacciner. Et donc, les seniors sont les plus à risque. Les seniors, ce sont ceux qui ont plus de 65 ans. Ça fait 200 millions de personnes en Chine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire toutes les personnes à partir vers les 80 ans et au-delà, avec une mortalité qui est exponentielle, et notamment tous les avis de décès qu'on voit dans les très vénérables et très célèbres académies des sciences, académies de l'ingénierie, ou dans les universités, où les grands professeurs, et qu'on est encore dans une culture où l'ancienneté est prisée, respectée, et là, tous les anciens s'en vont.
Donc les académies, les académies prestigieuses, les corps professoraux qui sont décimés parce qu'à partir d'un certain âge, les gens meurent. Alors, 2 millions de personnes... C'est l'estimation qu'on a vue qui Tout à fait. qui Donc, court, The Economist ici ou là. a fait une estimation à peu près 1,5 million de personnes. Il y a un autre cabinet de recherche britannique qui, lui, dit qu'à la fin de la vague, c'est-à-dire vers avril, il y aura 1,7 million de personnes. 1,7 million de personnes sur une population de 1,4 milliard. On va se dire que c'est pas On retrouve nos 100 000 morts, quoi. Voilà. C'est un peu plus. C'est un peu plus, mais c'est un peu plus, mais on est dans un ordre de grandeur qui est à peu près celui des grands pays développés, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà tout ce qui a pu amener. Mais l'histoire de la contestation, est-ce que les vidéos, aux vidéos de contestation ont succédé les vidéos d'hôpitaux, qui sont quand même très très impressionnantes? Est-ce que ça, à un moment, c'est-à-dire en gros des gens qui peuvent même plus rentrer, quoi, est-ce qu'à un moment, ça va pas aussi rattraper le pouvoir chinois? L'idée de dire, vous laissez mourir nos parents Alors, ce qui va rattraper le pouvoir chinois, c'est peut-être pas tant les vidéos, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans les campagnes et personne n'était là pour le montrer. Ouais. Donc là, maintenant, comme ça atteint les villes, là, on le montre. Mais c'est surtout qu'en Chine, où comme il n'y a pas de système social... les vieux restent à la maison, les anciens restent à la maison, et c'est le fait que le pouvoir a beau dire qu'il n'y a pas beaucoup de morts, parce qu'officiellement, sur le mois dernier, à peu près début décembre, demi-janvier, le pouvoir a dit qu'il y avait eu 60 000 morts. Mais au-delà des chiffres, c'est le fait que les gens le voient directement, c'est-à-dire que papy, mamie, ils s'en vont. Et c'est ça qui risque de mettre à mal le discours du pouvoir sur on a réussi à gérer la crise. Et là, il y a un ferment de contestation sociale plus profond qui va être difficile. Mais je suis certaine qu'ils arriveront à le désamorcer et à y faire face par un moyen ou un autre. L'ultime moyen étant la violence étatique. Parce que tu avais lu, moi j'avais bien aimé cette phrase et j'en ai parlé 2-3 fois ici, une chercheuse qui avait écrit le Covid sera le Tchernobyl de la Chine. L'air de dire rupture de confiance totale. Ce système n'est même plus capable, tu nous avais raconté d'ailleurs, que commencer à monter parmi la jeunesse, ce système n'est plus forcément capable de me donner un emploi. Tout à fait. Il est même plus capable de gérer des crises importantes. Donc, à quoi bon supporter tout ce qu'on supporte? On trouvera, le pouvoir a commencé à le faire, on trouvera un autre moyen de fédérer la population qui va être la crise vers l'extérieur, donc Taïwan. Parce qu'à partir du moment où ça va toujours à Taïwan. Donc à partir du moment où ça va pas bien à l'intérieur d'un pays, qu'est-ce qu'on fait? On exporte la crise. Donc c'est une manière de cimenter la population. Mais c'est vrai qu'il y a la partie, comme tu l'as souligné, il y a la partie du système de santé qui n'est pas capable de faire face. Et puis il y a les jeunes. Donc on a vu en 2022 la contestation qui commençait à monter parce que forte cohorte qui ne trouve pas d'emploi. 2023, c'est encore une forte cohorte qui va sortir diplômée et qui n'aura pas d'emploi. C'est pour ça qu'il est urgent de faire repartir l'économie aussi pour retrouver des emplois pour la jeunesse. Sachant que cette jeunesse aussi est fortement endoctrinée, elle est dans le parti et que donc elle sera d'autant plus sensible aux messages et que si les messages sont vraiment très forts, elle contestera peut-être moins parce qu'elle va se faire... S'il y a les emplois qui vont avec et avec toute la doctrine derrière, parce que le Parti communiste chinois... Ouais, en mode guerre patriotique, quoi, en mode tous ensemble nous allons relever cette nouvelle épreuve et avancer vers un soleil radieux. Voilà. Le Parti communiste chinois, c'est à peu près 95 millions de membres et il recrute essentiellement chez les jeunes diplômés, l'équivalent des CSP, CSP+. Ils ne recrutent pas du tout dans les usines ou autres. Enfin, c'est vraiment le Parti communiste chinois cible vraiment la frange éduquée de la population pour relayer les messages et motiver les gens aussi pour faire marcher l'économie. Relance économique, donc tu dis, on saura à quoi s'en tenir un peu mieux quand on aura les premiers chiffres, etc. Mais enfin, c'est très très important derrière sur l'ensemble des grands équilibres du monde occidental pour les 6 mois qui viennent. C'est-à-dire une grande partie des matières premières, les cours de matières premières vont dépendre de relance ou pas relance. L'énergie, ça va dépendre de relance ou pas relance. Enfin, ça tient énormément de choses ce qui va se passer en Chine dans les mois qui viennent. La Chine, c'est à peu près un tiers de la croissance mondiale.
Donc, si la Chine repart, l'économie mondiale va repartir avec ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients que tu soulignes étant effectivement que la demande d'énergie plus grande va faire que les prix vont potentiellement remonter parce qu'il y aura une demande plus forte de la part de la Chine. Ça veut dire aussi que s'il y a plus de production, comment s'appelle, tout ce qui va être les chaînes d'approvisionnement vont quand même revenir à la normale. Il y aura peut-être moins de tension à ce moment-là. Donc ça, c'est un effet plus positif. Mais il est clair que la croissance mondiale est fortement dépendante de la croissance en Chine et de comment elle va évoluer. Bon, on a tout dit sur la Chine ? On a fait le tour ? Tu avais quelque chose à rajouter ? On a fait le tour. Parce que je voulais quand même qu'on dise un mot de ce que tu as écrit dans les Échos autour de l'Europe, du destin de l'Europe. Parce que, donc tu dis, pas de protectionnisme, pas de course à la subvention. En gros, Laurence, c'est pour ça que ça m'a surpris. On sait, hein, donc on a d'un côté crise énergétique avec Poutine et de l'autre, on va dire une crise de compétitivité, on va le dire comme ça, avec les immenses subventions lancées sur son industrie par Joe Biden et par les États-Unis. Et toi, tu dis face à ça, faut pas faire la forteresse. Alors, c'est peut-être un peu plus nuancé que ça. La forteresse, on n'y gagnera pas. Le protectionnisme, c'est un jeu à somme nulle, on y perdra. Mais comment ça, on y perdra Néanmoins, parce que l'Europe, elle a besoin du reste du monde. Elle peut pas vivre en autarcie. Il y a aucun pays. Alors là, on peut revenir juste 2 minutes sur la Chine. Même la Chine qui essaie d'être un peu plus autonome. À travers son découplage, c'est une recherche d'autonomie, mais c'est une recherche d'autonomie qui ne peut pas aller jusqu'à l'autosuffisance ou l'autarcie. C'est-à-dire qu'on va essayer on peut être autonome en diversifiant les sources de production, mais on n'a pas tout chez nous. Donc, il faut qu'on ait quand même un minimum de réciprocité en Europe. Donc, quand on voit, et ça fait longtemps que je plaide pour ça, il y a un Buy American Act, nous n'avons pas de Buy European Act, notamment pour tout ce qui est marché public et autres. Et ça, en termes de réciprocité, on pourrait le mettre en place. Mais néanmoins, le fait de faire une forteresse Europe, on profite aussi de pouvoir faire certaines choses aux États-Unis. Les États-Unis sont vraiment la Mais grande... tu rentres dans un rapport de force, c'est ça le sujet, qu'on a toujours refusé. On sait pourquoi d'ailleurs les Allemands ont toujours refusé ce rapport de force, parce que justement, il y a cette politique d'exportation tous azimuts dont ils ont eu besoin. À un moment, et encore une fois, c'est là où le sujet, il faut sortir, j'ai l'impression, d'une forme de posture idéologique. C'est juste là, maintenant, pour un temps donné, effectivement, tu as peut-être besoin d'un peu plus de protectionnisme et d'un peu plus en tout cas, de forme de subvention. C'est pour ça que je dis que sur le Buy European Act, l'Europe pourrait avancer, alors que là, elle a une position beaucoup plus idéologique de refus du Buy European Act. Donc, pour moi, les Allemands. Ce serait ça les Français poussent, mais ils sont tout seuls à pousser. Ce serait ça le pas en avant pour moi, vers un peu plus de protectionnisme. Maintenant, subventionner plus. Déjà, il faudrait que l'Europe soit au clair avec elle-même et avec ses politiques. On a vu que la politique énergétique était un fiasco, tel qu'on l'a organisée. Et on l'a organisée sous l'influence anglaise qui voulait financiariser l'électricité, et l'influence allemande qui voyait quand même d'un mauvais œil le fait que le système français marchait aussi bien. Donc, c'est pas vraiment un modèle. Les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est dans les domaines de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et c'est ce que je dis dans cette tribune, c'est que la crise énergétique, c'est un formidable moyen pour décarboner l'énergie en Europe. Décarboner l'énergie en Europe, ça veut dire qu'on quitte cette posture idéologique, notamment vis-à-vis du nucléaire, et qu'on se rende compte que ce qu'on a fait avec le nucléaire, que ce soit en Allemagne ou en France, pour des raisons idéologiques, a été une grosse erreur. Parce que ça n'émet pas de CO2. Alors, ça peut être d'autres inconvénients, mais comme il faut 10 ans pour construire une centrale nucléaire, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. On a aussi... Oui, mais c'est pas le chemin qu'ils prennent, tu vois, Laurence. Le sujet, c'est que c'est pas du tout, mais pas du tout. Enfin, tu vois ce qui se passe en ce moment, et on va continuer à en parler d'ailleurs avec Myrto Tripati dans un instant. C'est le monde à l'envers en ce moment en Allemagne, où les écolos sont en train eux-mêmes d'essayer d'empêcher en ce moment l'évacuation d'un village nécessaire à la mise en place d'une vieille mine de charbon. Enfin, c'est pas du
du tout la voie qu'ils prennent. Donc c'est en ça où je me dis... rêver d'un destin commun, là, en ce moment, c'est très compliqué, mais c'est plus du domaine de l'incantation que du réalisme. Oui, mais... Et venant de toi, ça me surprend, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que créer l'Europe en 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et commencer à poser les bases de ce qu'allait devenir en 54 la CK ou en 55 le traité de Rome, alors qu'on était 10 ans après la fin de la guerre, ça pouvait aussi relever de l'incantation et pourtant ça a été fait. Ils l'ont fait, oui. Donc, je crois qu'il faut pas... il faut garder, même si on a conjoncturellement des difficultés, je crois qu'il faut garder le cap. Et le cap aujourd'hui, c'est de se demander, mais qu'est-ce qu'on veut faire de cette Union européenne ? Et dans des domaines comme l'énergie, comme l'alimentation, mais parlons aussi de l'alimentation. On avait une très belle agriculture européenne qui, encore une fois, par des politiques européennes communes, a été mise à mal. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus, je ne vais pas dire cette autosuffisance, mais au moins assez d'autonomie pour pouvoir se nourrir. Donc aujourd'hui, pour moi, les chantiers européens, c'est de remettre à plat ces grandes politiques. Et il y en a d'autres qui se posent. La politique de défense, c'est quoi la politique de défense européenne alors qu'on a une guerre en Europe ? Et qu'on ne le voit pas en France, mais les Polonais sont en train de réarmer tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils savent que dans les 5 ans, ce sont eux la cible des Russes. Quelle politique migratoire, quelles sont ces grandes politiques européennes ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. En fait, c'est ça le truc, c'est que les élites, alors les seules que je connaisse sont les élites françaises, qui ont beaucoup cru en l'Europe, veulent pas admettre, et pourtant on en a la démonstration là devant nous. L'histoire des chars lourds en ce moment, c'est presque une caricature. Qu'en fait, c'est un rêve qui ne verra jamais le jour. Alors, cette question que tu poses, en fait... Non, parce que aujourd'hui... Personne ne se la pose vraiment. Alors aujourd'hui, l'Union européenne existe. La zone euro a 20 membres. On a accueilli la Croatie Exactement. au 1er janvier. Zone de libre-échange économique. On est une zone de libre-échange, une zone de liberté de circulation, de liberté de pensée, enfin de liberté d'expression, ce qui aujourd'hui dans le monde commence à devenir rare. On est sous la pression à la fois des États-Unis, de la Russie, de la Chine, qui n'ont qu'un rêve, c'est de faire éclater ce bloc, parce que ce sera beaucoup plus facile de négocier avec la France d'un côté, l'Allemagne de l'autre. Ce qu'est en train de faire Xi Jinping, il a commencé à inviter Emmanuel Macron d'un côté, Olaf Scholz de l'autre. Et je suis un peu surprise que... à sortir les Lituaniens qui avaient eu le mauvais goût d'essayer de se révolter. Oui, mais les Lituaniens tiennent bon. Mais on les soutient absolument pas. Voilà, ils tiennent bon tout seuls comme des grands. Ils tiennent bon tout seuls, mais encore une fois, les États baltes et la Pologne sont aux premières lignes pour la prochaine offensive. Et ça, c'est à la fois l'Union européenne et c'est l'OTAN. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder le cap, Stéphane, et que je ne veux pas être défaitiste parce qu'aujourd'hui, conjoncturellement, on n'a peut-être pas à notre tête des gens qui sont à la hauteur des défis, mais je pense que le travail des intellectuels, c'est notamment de dire le cap, il est là et il faut le garder. C'est dit. Merci Laurence. Merci Stéphane. Laurence Daziano qui nous accompagnait sur Bismart. Et donc on repart avec Myrto Tripati. Bonjour Myrto, ingénieure et présidente des Voix du nucléaire. Quel retournement, parce que la première fois que tu es venue ici, Myrto, ça doit être il y a 2 ans. Je me souviens, tu avais fait une manifestation sous la pluie, place de la République. Vous étiez 12. C'était un truc, je dis, mais qui est cette jeune femme-là et vous étiez seul dans le désert. Et là, maintenant, c'est une espèce d'unanimisme autour du nucléaire. Ça y est, le boulot est fait. La France est convaincue, convertie. Alors écoute, absolument pas. Et c'est peut-être le message principal de ce que j'aurais à passer aujourd'hui. D'ailleurs, je te remercie de l'invitation. Mais je t'en prie, vas-y. C'est qu'effectivement, le résultat auquel nous sommes arrivés, le non-renouvellement du parc nucléaire français, la perte de certaines compétences, la dégradation de la disponibilité du parc, etc., notre propre compétitivité, tout ça est le résultat de plusieurs dizaines d'années, en réalité, de ce que j'appelle la stratégie de l'étouffement, qui a progressivement mis à bas, quelque part, ce qu'était la grandeur et surtout le socle
du modèle économique et social français, qui était le parc nucléaire français. Ça ne va pas se retourner en quelques mois de prise de conscience médiatique, aussi spontanée, ce qu'elle n'a pas été complètement été, puisse-t-elle être. Et ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, tout ce qui a par capillarité pénétré le système de décision, d'éducation et de médiatisation, de communication sur ce que sont les faits scientifiques, techniques et industriels liés à l'énergie nucléaire, ne vont pas se défaire en un claquement de doigts. Donc c'est un premier pas. Le livre le plus vendu de l'année, tu le sais quand même. C'est la BD de Jean-Marc Jancovici. Oui, voilà. Largement, j'ai pas envie de dire pro-nucléaire, parce que c'est juste mettre des faits les uns derrière les autres, mais c'est le livre le plus vendu de l'année, plus que le Goncourt, plus que tout. Voilà. Et il a fallu attendre des individus comme Jean-Marc Jancovici ou comme moi sur la place de la République avec les voix du nucléaire pour que commence à y avoir cette réouverture de la parole dont se sont saisis des médias comme le tien, mais pas forcément tous, et c'est encore quelque chose d'assez laborieux, pour que finalement les messages recommencent à passer et qu'on puisse retransmettre une certaine réalité des faits. Donc alors, je persiste ici. Mais moi, comme je m'en suis saisi depuis très longtemps de ce sujet, j'ai quand même, on va dire au sein de la famille, puisqu'on est au sein de la famille nucléaire, je trouve, donc il y a eu des auditions, commission parlementaire, on veut essayer de comprendre, et c'est très bien d'ailleurs, les raisons qui nous amènent à cette situation qui fait que on a failli avoir, s'il avait fait vraiment froid cet hiver, on aurait eu des coupures d'électricité, on n'est même plus capable d'assurer le courant aux administrés français. Et j'ai vu donc 3 patrons d'EDF, alors dans l'ordre, Pierre Gadonex, Henri Proglio, puis Jean-Bernard Lévy, mais c'est peut-être lui que j'exonérerais le plus. Mais alors, s'exonérer de leurs responsabilités d'une manière qui, je te le dis franchement, Myrto, m'a scandalisé. C'est-à-dire, il faut, et c'est là, tu connais ces choses-là à la perfection. Il faut reprendre quand même le problème à la racine. Pourquoi est-ce qu'on a eu la moitié des réacteurs arrêtés ? La corrosion sous contrainte du circuit secondaire, c'est pas la faute des écolos. C'est pas la faute de tel ou tel programme qui n'a pas été lancé ou pas lancé. C'est bien à un moment les ingénieurs d'EDF qui ont redesigné le truc, pas comme il fallait, et qui a amené cette crise. Alors effectivement qu'EDF est capable de résoudre, mais c'est bien quand même la première des responsabilités dans cette crise, c'est celle d'EDF. Non, t'es pas d'accord avec ça, Myrto ? Écoute, au risque de te décevoir, pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, la corrosion sous contrainte. C'est pas un sujet de sûreté, comme l'a rappelé l'autorité de sûreté nucléaire. C'est un sujet qui, quand la conception des réacteurs à 1300, 14 500 mégawatts qui sont concernés a été fait, n'avait pas été identifié ni par les experts, ni par les autorités de contrôle, ni par les ingénieurs, pour la bonne et simple raison que c'était quelque chose qui n'était physiquement pas attendu sur ce genre de matériaux et ce genre d'équipement. La très bonne nouvelle, c'est que c'est des micro-fissures qui ont été identifiées et qui ont été réparées et qui sont en cours de réparation. Et ce dont la question qu'on peut se poser au-delà de ça, c'est d'abord de la capacité des autorités de contrôle et d'EDF à aller vite avec les compétences dont ils disposent. D'abord, en interne, le nombre d'équipes qu'ils ont, qui sont suffisamment formées, prêtes à intervenir, sachant que EDF était en décroissance d'effectifs au regard de ce que la loi lui annonçait en décroissance de son parc. L'autre question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les marges de capacité pilotable sur le parc nucléaire, sur le parc électrique français, puisqu'on a fermé Fessenheim, on a fermé aussi des capacités thermiques qu'on est en train de réouvrir. Non, mais c'est pas Fessenheim qui nous aurait sorti d'affaire. Globalement, il y a un contexte général qui n'exonère pas EDF de la nécessité impérative de remonter en gamme et en compétences, mais qui est aussi, je l'assume, le fait quand même plus global effectivement de la filière, mais aussi des politiques qui, sur les 15 dernières années, ont des responsabilités extrêmement claires sur la situation actuelle. Et puis, plus généralement, de chacun d'entre nous, j'ai envie de dire, et en particulier de la sphère médiatique et de la sphère académique et scientifique, qui sont les sachants et qui ont une responsabilité dans ce qu'est la perception et la compréhension de l'énergie nucléaire par les Français, qui sont, ne l'oublions pas, les décideurs. Non, mais moi je parle pas de ça. Moi je parle de pratiquement une entreprise, une très grande entreprise, nous dit-on partout. Proglio, il débarque parce que tu as le sujet de l'EPR aussi.
Ouais. Et Proglio, alors là, pour le coup, moment de sincérité, Henri Proglio, donc patron d'EDF avant Jean-Bernard Lévy, qui dit, on est arrivé, il n'y avait que l'EPR, on nous a dit, il n'y avait rien d'autre sur étagère, il n'y avait que l'EPR. Moi, j'ai compris tout de suite qu'il était impossible à construire. Mais non, mais enfin, tu comprends Oui, je comprends. Alors, en l'occurrence, je vais sortir de mon rôle un petit peu parce que j'étais à Areva à l'époque. Mais c'était ma troisième question sur Areva, j'allais y venir. EDF a été co-concepteur sur une part non négligeable de l'EPR, donc connaissait bien le design. L'EPR, sa faute originelle, entre guillemets, mais qui était légitime peut-être dans le contexte de l'époque, c'est d'être un réacteur franco-allemand qui a été construit pour répondre aux exigences du client et des autorités de sûreté françaises et allemandes. La faute originelle, c'est que ni l'État allemand ni l'État français n'a acheté le premier prototype, qui en plus était le redémarrage de tout le nucléaire européen, puisqu'on sait maintenant que pour construire un réacteur, où qu'il soit d'ailleurs en Finlande, en France ou en Angleterre, il faut la mobilisation de l'intégralité des compétences de filière nucléaire sur le continent. Donc, à un moment, on peut dire ce qu'on veut, si tu veux, mais à un moment, les exigences franco-allemandes appliquées à un réacteur avec la défection du partenaire allemand en plein milieu de tout ça, et la réticence de chacun et la frilosité. Mais pas la réticence et la frilosité. À ce moment-là, la seule obsession d'EDF, c'est d'abattre Areva. À ce moment-là, la seule obsession d'EDF, c'est faire en sorte que ce réacteur ne puisse pas se construire. Et une fois que quand même on commence à en voir le bout, en fait on croyait qu'on commençait à en voir le bout, puis on n'en voit toujours pas le bout d'ailleurs, de surtout ne prendre aucun des rapports d'expérience qui viennent d'Areva pour essayer de limiter la casse à Flamanville et donc refaire toutes les erreurs faites par Areva à Flamanville. Et on en est là, 10-12 ans après le début du chantier de l'EPR de Flamanville. Tu comprends Mon propos, il est certainement pas d'exonérer qui que ce soit, parce que je pense que la responsabilité individuelle de chacun est partagée. Donc je refuse d'utiliser le terme responsabilité collective, parce qu'on se réfugie derrière la responsabilité collective. Je pense que chacun a la sienne propre et qu'elle est partagée. Et effectivement, si on veut parler des industriels, ce qui encore une fois ne doit pas nous empêcher de parler des autres, il y a eu cette guéguerre Areva-EDF, qui était peut-être une guerre de personnalité, qui serait peut-être de bon ton que les présidents respectifs de l'époque reconnaissent aussi, parce que le couple Areva-EDF, la réalité, c'est que c'était un couple stratégiquement et industriellement extrêmement fort. Extrêmement fort. Avec une Ils vision n'ont eu besoin de personne pour se détruire, Myrto. Un partage des tâches extrêmement bien pensé, qui fonctionnait très bien, et qu'ils ont voulu remettre en cause d'une manière qui, aujourd'hui, finalement, est toujours pas démontrée, dont les résultats sont toujours pas démontrés. Parce que la thèse des patrons d'EDF, c'est la faute à l'Allemagne. C'est d'ailleurs une vidéo que vous verrez peut-être, qui tourne. En plus, le gars qui a monté ça l'a fait très très bien. Il a mis une musique un petit peu grandiloquente. Et donc on voit Proglio, il s'exprime très bien quand il a des choses fortes à dire, Proglio, qui dit, en gros, c'est l'Allemagne qui a nourri le projet de détruire EDF, parce qu'il était hors de question que l'industrie française ait une énergie 2-3 fois moins chère que l'industrie allemande. Et moi, en fait, mon sujet, Myrto, c'est pas d'aller chercher la petite bête, même si cette bête est absolument énorme et que personne n'en parle. C'est de dire, si cette entreprise ne se remet pas profondément en cause, je parle d'EDF, mais les mêmes causes donneront les mêmes effets. Alors, donc tu ouvres plein de portes à la fois sur un sujet qui est... Mais en même temps, il n'y a pas grand monde avec qui je puisse parler de ça. Donc non, mais absolument. Qui est quand même très tentaculaire. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se détourne du fait que le sujet est tentaculaire et qu'il l'est encore. Donc je pense que les responsabilités sont très partagées. Focaliser sur un acteur, c'est perdre de vue le fait qu'il en a plein d'autres. Mais on y reviendra. J'annonce d'emblée que je voudrais effectivement qu'on parle un petit peu de l'idéologie antinucléaire, du jeu démocratique, du rôle de ceux qui informent la population dans sa capacité à voter, etc. Oui, mais ça, c'est la période Jean-Bernard Lévy. En fait, la messe est déjà dite. Tu as déjà eu Thomas Pickmal, qui est donc directeur financier d'EDF, qui a dit tout haut qu'EDF était incapable de construire ce foutu EPR, tu comprends ? Ça, c'est 2016-2017. Et effectivement, derrière, tu as la chaîne qui est venue. Mais le mal était déjà fait. Aller rater le contrat, c'était où ? C'était au Qatar, Abu Dhabi, je ne sais plus où, EDF, Areva, qui se
se tire dans les pattes et finalement cet émirat file son contrat nucléaire aux Coréens. Il n'y avait pas besoin des écolos pour ça, tu comprends, Myrto? Alors, je comprends, mais encore une fois, je ne partage pas complètement l'analyse, dans le sens où ce que tu omets, c'est que dès 2005, alors si on revient, dès 2005, on est dans quelle situation? On est dans ce que j'appelle la première renaissance du nucléaire, la sortie du désert post-Tchernobyl. On a une augmentation très forte des besoins en électricité à l'échelle mondiale, une flambée des prix du pétrole, et puis le changement climatique qui commence vraiment à percoler dans la population et dans les prises de conscience. Cette situation en 2005 conduit à des annonces qui sont extrêmement documentées et crédibles, de triplement de la capacité industrielle nucléaire mondiale, de doublement du nombre des pays qui vont devenir des pays nucléarisés. On en est là. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Fukushima arrive. Fukushima, pas l'accident. Le véritable accident, c'est la fake news phénoménale, on en avait parlé ensemble une fois, la désinformation majeure qui accompagne cet accident où il y a un amalgame qui est fait entre les conséquences sanitaires d'un tsunami et d'un tremblement de terre millénaire avec un accident industriel qui en fait ne fait pas de morts et ne fait pas de malades et n'en fera pas. Ça arrive en 2011 et à ce moment, il y a un retournement massif de tout ce qui était un soutien public des États et des populations, qui est absolument nécessaire dans un contexte comme celui de l'énergie nucléaire, qui est hautement capitalistique, qui est d'infrastructure et qui ne se passe pas de la collaboration de l'ensemble des strates de décision dans un État, dans une collectivité, etc. Donc tu enlèves au nucléaire la seule chose sur laquelle il s'appuie vraiment, qui est la décision collective et la ressource humaine, qui est la seule chose qui est intensive finalement en termes d'utilisation pour l'avènement d'un projet nucléaire. Et à ce moment-là, Fukushima zappe les fondamentaux du soutien populaire, du soutien politique, de la stabilité financière, de la stabilité commerciale, parce qu'une entreprise comme Areva, mais pas que Areva, GE, Westinghouse, tout le monde, perdent l'intégralité de leur carnet de commandes, se retrouvent avec des clients fragilisés, des marchés de l'électricité qui se mettent à faire n'importe quoi, ont décaissé excessivement pour préparer la renaissance, pour renouveler toutes les installations. En France, c'était Comurex 2, Malvézy, GB2, les mines, etc., etc. L'investissement et les réserves de contrats dans les grands forgés, les recrutements à tout va, etc. Tout ça se retrouve fait pour rien, puisque finalement, quasiment tout s'arrête. Alors, il y a cette espèce de conjonction de facteurs qui, finalement, associée à, je te l'accorde, de la lâcheté, une vraie forme de paresse intellectuelle et des intérêts bien compris de la part des individus les uns et des autres, qui ne doivent pas se cacher derrière les responsabilités qu'ils occupaient à l'époque ou aujourd'hui, parce que ils sont citoyens, ils sont indépendants quand ils prennent ces responsabilités, sont venus aggraver la chose. Si tu veux prendre... pour moi, une des premières responsabilités, c'est d'avoir laissé cette désinformation se faire sans l'avoir contrée au moment où c'était encore possible. Et s'il n'y avait pas eu Fukushima, on avait quoi, nous, sur étagère? On avait notre bon vieil EPR. Donc, non, si... il y a plein de choses. Non, mais comment ça, il y avait plein de choses? Qu'est-ce qu'il y avait? Mais il n'y avait pas plein de choses. Alors ça aussi, c'est marrant quand même. GDF Suez, à l'époque qui s'appelait GDF Suez, tu avais Mestralet qui essayait de demander au gouvernement français l'autorisation de faire un ATMEA, c'est-à-dire un réacteur de plus faible puissance et plus simple à construire. Mais ça, c'était inacceptable pour EDF, évidemment. On est d'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien d'autre que mais si, parce que... Il y avait Irena qui était un BWR, il y avait Atmea, il y avait l'EPR... Mais EDF bloquait tout, parce que EDF n'avait que l'EPR. Et donc, tu te serais retrouvé de toute façon avec des réacteurs impossibles à construire. Voilà. Oui, mais donc, à partir du moment où tu n'as pas de soutien politique et populaire au développement de l'énergie nucléaire, quels que soient les projets que tu aies, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient en progrès, qu'ils soient précurseurs, qu'ils soient la répétition de quelque chose qui a marché, tu peux prendre le sujet comme tu veux. Tu peux dire, est-ce qu'on aurait dû refaire des générations 2 qui fonctionnent encore super bien maintenant? Est-ce qu'on aurait dû avancer plus vite sur Astrid, la génération 4, les SMR? Est-ce qu'on aurait dû... etc. On avait énormément de choses sur la table. Le nucléaire, c'est une propriété physique. C'est une découverte scientifique qui a 1000 mises en application différentes. bien sûr. C'est un peu comme la combustion que Bien tu peux sûr. décliner de 1000 manières. À partir du moment où tu as le terreau
scientifique, technique, décisionnel, après, quelque part, on fait ce qu'on veut. Bon. À question de le vouloir. Les arguments ont été échangés, on va dire ça comme ça. Le truc important, donc j'ai pris ça sur les voies du nucléaire, donc ton organisation, on va voir ça. C'est-à-dire, il y a 14 réacteurs donc, qui vont, je crois que c'est ça le chiffre, 14 réacteurs qui vont être lancés là, donc, durant l'année 2023. Nous, donc, on a une loi là, qui va passer, loi assez technique sur le nucléaire, qui n'est pas la grande programmation pluriannuelle de l'énergie, mais plutôt une loi qui vise à faciliter l'ensemble des systèmes d'autorisation, à essayer d'aller plus vite, à pouvoir commencer le terrassement à Penly et sur des sites qui ont déjà été choisis pour ne pas perdre de temps au moment où les décisions ultimes seront bel et bien validées par la puissance publique et par la représentation nationale, parce que voilà, le président de la République dit ce qu'il veut, mais il y a une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça veut dire que là, tu as le sentiment quand même que le nucléaire est reparti, est massivement reparti partout dans le monde, du fait justement de l'accélération des règlements climatiques ? Alors, il est reparti massivement partout dans le monde, à l'exception de l'Union européenne. Il repart timidement en Union européenne et il repart assez timidement en France, puisque effectivement, même si on commence à sentir un certain consensus et enfin de la prise en compte réelle du retour d'expérience, encore une fois scientifique, technique et industrielle, on est encore loin de la véritable prise de décision qu'on attend et dont je vais te dire tous les jeunes, notamment de la filière nucléaire, et jeunes, ça va de 20 à 45 ans, ceux qui sont à la décision et qui seront encore pour les 20 prochaines années, d'avoir des projets entérinés, une vision. Je trouve que ça ne va pas assez vite là. Ah, ça ne va absolument pas assez vite. Et aujourd'hui, les promesses qui ne se transforment pas en effet, on a cité un certain nombre avec des projets industriels semi-avortés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au sein de la filière qui se demandent si on n'en est pas encore là. Donc on attend de voir comment ça va se traduire concrètement avec des modifications dans la loi, des changements effectifs et pas des « je prépare pour en espérant que le jour où ». Donc là, pour le coup, c'est pas le fait de la filière, c'est bien le fait de politique. Ah là, je suis tout à fait d'accord. D'aller dans cette direction. Mais pour revenir sur ce qui se passe. Mais tu veux dire, non, mais attends, Myrto, c'est super important. On laisse de côté l'échelle mondiale, on n'aura pas le temps. Ça pourrait décourager un certain nombre de ceux ici dans notre pays qui en ont le talent et qui se disaient, ok, là cette fois-ci, je fais le pari de la filière nucléaire, je vais aller y travailler, et qui pourraient se poser des questions là dans les mois qui viennent si jamais rien ne se passe. Ah mais bien sûr. Mais dans la filière nucléaire et dans tout ce qui est réindustrialisation en France. Aujourd'hui, il y a plus de places d'ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs en France que de candidats. Aujourd'hui, on a un problème massif. Il nous manque 20 000 ingénieurs chaque année qui sortent des écoles. Et la filière nucléaire et les projets Penly, etc., c'est le moteur. C'est le moteur de la remotivation, de l'excellence et de refonder finalement cette appétence de tout le monde au métier de la technique et de l'industrie qui sont absolument indispensables parce que c'est eux qui constituent le socle de ce qu'est un État, du bon fonctionnement d'un État et du service public qu'on est capable de rendre aux populations. Ça, c'est quand même une notion qui est extrêmement importante. Pourquoi je parle de responsabilité individuelle partagée ? C'est qu'on a oublié que finalement, donc on parle de la fameuse souveraineté aujourd'hui. Le retard qu'on a pris, c'est un retard dans la réponse au changement climatique et c'est un coût net économique et financier qu'a subi finalement tout ce qui est service public en France, avec cette espèce de désamour qui s'est mollement traduit en ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un rattrapage bon an mal an de quelque chose que je vais revenir sur ce qui se passe à l'international, c'est fini. que d'autres ont compris et qui serait de bon ton qu'on comprenne également et qu'on accélère. Donc, merci Myrto. Merci Stéphane. Myrto Tripati donc qui nous accompagnait sur Bismart. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve demain pour des débats plus classiques.